Alors, on est sur la régulation des médicaments nationale et communautaire. Le menu de secours, d'abord une description des instances de régulation et leur rôle, les principes de l'AMM, les différentes procédures d'AMM, les accès dérogatoires, les anciennes ATU et RTU, la commission de transparence et le comité économique des produits de santé, les recommandations pour le développement et les études de bioéquivalence. Les instances de régulation et leur rôle. Les instances de régulation sont au nombre de trois. D'abord, l'autorisation de mise sur le marché par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'ancienne AFSAPS. La Haute Autorité de santé et sa commission de la transparence, j'y reviendrai. Et enfin, le comité économique des produits de santé qui détermine le prix du médicament. Le rôle de chaque instance est le suivant. L'ANSM donne les autorisations des mises sur le marché, y compris en validant les autorisations données par l'Agence européenne, EMA. Elle régule les essais cliniques réalisés en France, elle coordonne la pharmacovigilance, elle régule les médicaments dans de nombreux aspects et vous avez un lien qui vous permet de voir ces différents aspects ici. La Haute Autorité de santé a une commission de transparence qui détermine le service médical rendu, SMR, par les médicaments, qui détermine le taux de remboursement par la sécurité sociale. Elle détermine également l'amélioration du service médical rendu, l'ASMR, par comparaison aux médicaments existants, ce qui permet d'aider le comité économique des produits de santé à fixer un prix. Et la HAS établit les recommandations de bon usage. Enfin, le comité économique des produits de santé fixe le prix du médicament. Les principes de l'autorisation de mise sur le marché AMM. Le statut des médicaments pour un produit ou une substance est le suivant. Sauf statut particulier, un médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché délivrée par une autorité compétente nationale ou européenne. Ceci se fait par la soumission d'un dossier d'AMM à une autorité compétente, agence nationale ou européenne. La mise sur le marché se fait sous la responsabilité du titulaire de l'AMM. Ce n'est pas l'agence qui est responsable de la mise sur le marché, ça reste la responsabilité du laboratoire. Et enfin, cette mise sur le marché est soumise à des conditions de prescription et de délivrance. Les AMM sont délivrés par la Commission européenne sur avis de l'Agence européenne du médicament et notamment son comité for Human Medical Products. Les AMM nationales sont délivrés par l'ANSM. Les AMM sont délivrés à un demandeur établi dans un État membre de la Communauté européenne. Ça permet de poursuivre le laboratoire si besoin. Et l'autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelée sans limitation de durée, sauf nécessité de réévaluation du rapport bénéfice-risque pour un renouvellement supplémentaire sur la base d'une réévaluation des effets thérapeutiques au regard des risques. Donc il y a un rapport qui est établi tous les 5 ans par les laboratoires. Le contenu du dossier est très formel, c'est le Common Technical Documents avec 5 modules, un module de renseignement d'ordre administratif, un module 2 qui sont des résumés globaux de la qualité, et un résumé des données non cliniques et des résumés cliniques. Le module 3, c'est le détail sur la qualité. Le module 4, c'est le détail des rapports non cliniques, notamment de sécurité. Et le module 5, ce sont les études cliniques sur l'efficacité. Les critères d'efficacité thérapeutique sont divers. Ça peut être l'amélioration du pronostic d'une maladie, par exemple la réduction de la mortalité. Ça peut être la réduction de la morbidité, en diminution des épisodes d'aggravation de complications d'une maladie. Ça peut être le taux de rechute, de récidive, de progression d'une tumeur, voire la qualité de vie et des critères fonctionnels. Il y a différentes possibilités suite à une demande d'AMM. Soit il y a un refus d'AMM si le rapport bénéfice-risque est considéré comme défavorable, ou un accord si ce rapport est favorable. Cette évaluation se fait sur la base de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. Il y a également des AMM sous circonstances exceptionnelles pour des dossiers particulièrement complexes ou des dossiers partiellement complétés. L'AMM se fait sous réserve du respect d'obligations spécifiques concernant la sécurité du médicament et la réévaluation annuelle de ces obligations et de leur respect par le titulaire. Et enfin, il
il y a la suspension ou le retrait d'AMM lorsque des faits nouveaux apparaissent sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament. C'est souvent la sécurité qui prime dans ce genre de décision de suspension ou de retrait d'AMM. L'évaluation du rapport bénéfice-risque, c'est assez simple, hein, c'est des critères de risque. L'incidence des effets indésirables, classés selon leur gravité et leur fréquence. C'est les illustrations du rapport bénéfice-risque, par exemple, la pilule contraceptive. On compare la fréquence des grossesses sous pilule versus les symptômes fonctionnels ou les complications thromboemboliques par rapport aux pilules sur le marché. Pour les anticancéreux, on regarde la prolongation de la survie versus les effets indésirables graves des chimiothérapie. Ce sont deux exemples parmi d'autres. L'AMM est accordée sur la base d'un rapport bénéfice-risque favorable, mais les données sur lesquelles se fonde la demande d'AMM sont celles des essais cliniques, c'est-à-dire de patients très sélectionnés, pas toujours représentatifs de la population cible générale, notamment pour ce qui concerne les co-prescriptions qui sont souvent très limitées dans les essais cliniques. Ces études manquent de puissance statistique pour détecter des effets indésirables graves mais très rares. Et enfin, dans les essais cliniques, la durée de suivi des patients est relativement courte. Si bien que le rapport bénéfice-risque ne peut être vraiment évalué qu'après mise sur le marché des médicaments et dans les conditions d'utilisation réelles post-AMM. C'est l'un des objectifs de la pharmacoépidémiologie et de la pharmacovigilance. D'où la nécessité des études et des enquêtes d'essais post-AMM qu'on appelle improprement phase 4. Les effectifs étudiés en pré-AMM sont trop petits pour détecter des effets indésirables rares, pour parfaitement cibler la population à traiter, et surtout tenter de faire contrepoids aux forces de vente de l'industrie qui cherchent évidemment à ce que la prescription soit la plus large possible. C'est également la nécessité du système des pharmacovigilance, évidemment le réseau public des centres régionaux de pharmacovigilance, mais aussi des laboratoires propriétaires qui n'ont pas intérêt à masquer des informations sur la tolérance de leurs produits. C'est une participation essentielle des praticiens dans le cadre des déclarations d'effets indésirables qu'ils peuvent faire. Les laboratoires sont tenus de gérer une base de données mondiale des effets adverses de leurs produits, interrogeables sur demande par les praticiens et déclarés annuellement aux autorités gouvernementales et de régulation. Les différentes procédures d'AMM. Il y a 4 procédures. L'AMM nationale, une procédure. Les AMM européennes, 3 procédures. L'AMM nationale, c'est une évaluation purement nationale, mise sur le marché en France seulement. Elle est actuellement très limitée, mais elle peut concerner des principes actifs connus lorsqu'il y a un nouveau dosage, une forme ou des associations particulières, et ça concerne principalement les génériques. Ça peut également concerner des demandes de modification pharmaceutique ou thérapeutique d'une molécule commercialisée en France. Mais les principales procédures d'AMM aujourd'hui se font au niveau européen selon 3 procédures: la procédure centralisée, la procédure de reconnaissance mutuelle et la procédure décentralisée. En 2022, donc l'AMM se juge à l'IMA qui est basé à Amsterdam, après que Londres et la Grande-Bretagne soient sortis de l'Europe. Tout ça se passe en anglais, donc vous avez intérêt à cultiver votre anglais. Il y a 27 pays européens plus la Norvège et l'Islande dans l'observateur. L'évaluation est faite par le Committee for Medical Products for Human Use, dont vous avez les procédures dans ce fichier PDF. Il y a 27 pays, plus un maximum de 5 cooptés selon les dossiers, par exemple pour la pharmacovigilance, la pharmacoépidémiologie, des aspects statistiques, des aspects précliniques, des aspects de qualité chimique ou biologique. Il y a 2 pays qui sont nommés, un rapporteur et un co-rapporteur du dossier. Les décisions sont prises à la majorité des voix et en cas de discussion et d'impossibilité de se mettre d'accord, il y a un recours possible par un standing committee. Enfin, les décisions sont finalement prises par la commission à Bruxelles. L'IME envoie ces décisions à Bruxelles. Donc la procédure centralisée, elle est obligatoire pour les produits issus des biotech. Toute nouvelle substance dans le domaine cancer, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, sida, diabète, et pour les médicaments orphelins. Elle est optionnelle pour les cas de nouvelles substances actives n'entrant pas dans la catégorie ci-dessus.
pour des innovations thérapeutiques, scientifiques ou techniques significatives, toujours n'entrant pas dans la catégorie obligatoire, ou enfin dans l'intérêt des patients de la communauté européenne. C'est une définition assez vague. La procédure de reconnaissance mutuelle, elle a quasiment plus court aujourd'hui, c'est en fait la reconnaissance par les États membres concernés de l'AMM octroyée par l'État membre de référence, qui a été choisi par la firme. En fait, c'est l'extension d'une AMM nationale déjà octroyée par un État membre à un ou plusieurs autres États membres concernés, sollicités par exemple par le laboratoire. Donc ça concerne que les médicaments qui, avant la création de l'IME, avaient une autorisation de mise sur le marché dans un pays d'Europe. Depuis 1998, c'est une procédure obligatoire pour tout médicament ayant déjà une AMM dans au moins un État membre et qui est destiné à être mis sur le marché dans plus d'un État membre. Donc effectivement, depuis 1998, le ménage a été fait, il n'y a plus beaucoup de procédures de reconnaissance mutuelle. La procédure décentralisée, elle se rapproche de la procédure de reconnaissance mutuelle, mais elle s'applique lorsque le médicament n'a jamais reçu d'AMM au moment de la demande. Elle est donc différente de la procédure de reconnaissance mutuelle. La procédure démarre en même temps dans tous les États membres choisis par la firme. Les médicaments enregistrés via cette procédure sont gérés selon les règles établies par la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui instruit le dossier et ce dossier est ensuite évalué par tous les États membres dans lesquels la firme a choisi de déposer une demande d'AMM. Son intérêt, c'est que c'est une procédure qui est plus rapide, moins contraignante que la reconnaissance mutuelle, et c'est une alternative intéressante à la procédure centralisée. Par exemple, si on veut mettre sur le marché un produit dans des pays particuliers, je ne sais pas, si on a un médicament qui a des forts effets indésirables de sensibilité, on ne va pas demander une AMM dans les pays du Sud qui baignent dans le soleil. Donc, en résumé, un dossier est déposé à la commission d'AMM de la NSM ou au niveau européen et on définit un libellé d'AMM avec des indications thérapeutiques, des modalités d'administration, des précautions d'emploi, des contre-indications. Tout ça est résumé dans le résumé des caractéristiques du produit, le RCP, ce que vous retrouvez dans la fiche finale, avec une notice d'utilisation pour le patient et des conditions spécifiques d'étiquetage du médicament. Il y a d'autres aspects réglementaires qui dépendent de l'ANSM ou de l'Agence européenne du médicament. D'abord, les plans de surveillance post-AMM. En pharmacovigilance et en addictovigilance, et vous avez des procédures nationales ou européennes. Il y a des liens que je ne sais pas, non, on ne peut pas les cliquer. Si, vous les voyez là. Ensuite, il y a des médicaments à statut particulier. Les médicaments des essais cliniques, les accès dérogatoires, je vais en reparler, ce qui ont remplacé les ATU et les RTU, les préparations hospitalières qui sont déclarées à l'ANSM, alors que les préparations magistrales n'ont pas de contrôle de l'ANSM, les produits thérapeutiques annexes qui n'ont pas d'AMM mais qui sont autorisés par l'ANSM, les produits sanguins labiles qui n'ont pas d'AMM mais qui sont encadrés par l'établissement de transfusion sanguine ou l'établissement français du sang. Enfin, les tissus et les cellules, les banques de tissus, les unités de thérapie cellulaire avec des autorisations des procédés de fabrication par l'ANSM et une prescription nominative. L'accès dérogatoire sans AMM est très particulier. A été réformé l'année dernière, en 2021. Il existait avant 6 régimes d'autorisation de prescription dans des situations particulières, dont des anciennes autorisations et recommandations transitoires d'utilisation. Ça concerne des maladies graves, rares, invalidantes, lorsqu'il n'y a pas de traitement approprié sur le marché. Ce traitement pouvant être différé, l'efficacité et la sécurité des médicaments sont fortement présumées. Dorénavant, il n'existe plus que 2 régimes pour ces situations, soit l'accès compassionnel, soit l'accès précoce. L'accès compassionnel, c'est une demande faite par l'ANSM, par un médecin, par le ministre ou par un signalement. Ce sont des médicaments qui ne sont pas destinés à être commercialisés dans l'indication concernée. Il n'y a donc pas de développement en cours ni de démarche en vue d'une AMM. Et la décision repose sur l'ANSM et les médicaments sont remboursés à 100% par la sécurité sociale.
L'accès précoce, c'est une demande du laboratoire pour des médicaments qui sont destinés à être commercialisés dans l'indication concernée, présumés innovants, avec des données cliniques disponibles ou en cours de recueil, avec une décision finale qui est prise par la Haute Autorité de Santé pour des médicaments qui, s'ils passent la barre, seront remboursés à 100% par la Sécurité sociale. Je vous ai mis ici des liens vers des sites d'information plus complets. La commission de transparence de la HAS et le comité économique des produits de santé. D'abord, le niveau du service médical rendu. La commission de transparence, qui est au sein de la HAS, suite à l'AMM, détermine le taux de remboursement selon l'amplitude de l'effet fondant l'AMM et la gravité de la pathologie traitée. 4 classes, selon que le service médical rendu est important, modéré, minime ou insuffisant. Insuffisant, pas de remboursement. Important, remboursement à 65% avec les étapes intermédiaires. Concept différent, l'amélioration du service médical rendu, toujours la commission de transparence de la HAS, qui détermine 5 niveaux d'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire par comparaison avec les médicaments déjà existants dans l'indication, soit un progrès thérapeutique majeur dans une pathologie grave avec aucun traitement disponible, c'est très rare qu'il y ait des médicaments dans cette catégorie, un progrès thérapeutique important mais avec des alternatives thérapeutiques disponibles, un progrès thérapeutique modéré sans alternative thérapeutique ou modéré avec des alternatives thérapeutiques disponibles, c'est de loin la circonstance la plus fréquente. Les médicaments se multiplient dans les mêmes indications, ou bien aucun progrès thérapeutique par rapport au traitement de référence, et à ce moment-là, c'est pas très bon pour la molécule et pour son prix. Ça dépend de la HAS, c'est la commission de transparence qui détermine le prix du médicament. Elle détermine ce critère qui permet au comité économique des produits de santé de fixer le prix du médicament. Donc, le processus est le suivant. La commission d'AMM de l'ANSM ou de l'IMA analyse le rapport bénéfice-risque. La commission de la transparence détermine l'intérêt dans la stratégie thérapeutique avec le SMR et l'amélioration du SMR, ce qui détermine le niveau de remboursement par la sécurité sociale. Et enfin, le comité économique des produits de santé détermine le prix du médicament selon des négociations d'une grande complexité. Les recommandations pour le développement et les études de bioéquivalence, enfin. Alors, il y a plein de recommandations pour le développement des médicaments. En fait, je vous ai mis des sites de référence de la FDA, de l'IMA, et le site de l'ICH, l'International Council for Harmonization, qui liste toutes les guidelines. Vous verrez, c'est monstrueux le nombre de recommandations qui sont faites pour le développement des médicaments. Enfin, les génériques et les études de bioéquivalence. Pour mettre un générique sur le marché, on peut déterminer plusieurs types d'équivalence. L'équivalence pharmaceutique, elle est requise pour l'AMM. Ça veut dire même quantité du ou des principes actifs, même forme galénique. Toutes les formes à libération immédiate sont considérées comme les mêmes formes galéniques et des normes de qualité identiques ou proches. L'équivalence thérapeutique qui n'est pas requise pour l'AMM, sauf pour les médicaments de biothérapie, ce qu'on appelle les biosimilaires. Là, on demande une efficacité et une sécurité comparables vis-à-vis des effets thérapeutiques. Et enfin, la bioéquivalence, qui est requise pour l'AMM pour les produits classiques, c'est-à-dire que les valeurs qui expriment la quantité et la vitesse de passage du principe actif au niveau systémique, la surface de la courbe, le Cmax et le Tmax, ne diffèrent pas de plus de 20% par rapport au produit de référence. Alors, il y a des subtilités selon que le produit est un index thérapeutique étroit. On resserre les limites, mais en gros, c'est une analyse cinétique. En fait, pour mettre un générique sur le marché, on demande l'équivalence pharmaceutique et la bioéquivalence, et on ne demande pas de nouvelles équivalences thérapeutiques. Voilà l'illustration graphique du concept de la bioéquivalence par rapport à cette zone grisée représentant le princeps. Pour un produit qui n'a pas un index thérapeutique étroit, on souhaite que, en moyenne,
le générique se situe dans cette fourchette entre ces deux lignes bleues correspondant à des limites de l'intervalle de confiance de la moyenne géométrique entre 80 et 125%. Pour les produits à index thérapeutique étroit, on réduit cet intervalle qui doit être entre 90 et 111%. Vous voyez que on parle bien ici de moyenne et on peut reprocher à ces études de bioéquivalence de ne pas demander à ce que les valeurs individuelles soient dans une fourchette de proximité par rapport aux produits de référence. Alors, il y a des cas particuliers tout de même pour les biosimilaires et la thérapie génique. Pour les biosimilaires, on demande une équivalence thérapeutique, notamment pour les anticorps monoclonaux. Vous avez ici les références des guidelines de l'agence européenne. Et pour la thérapie génique et la thérapie cellulaire, là aussi, des recommandations particulières. Je n'entre pas dans les détails. Je vous remercie de votre attention.